Il est rentré 3 heures plus tôt. Ce qu'il a entendu au téléphone de sa femme a fait exploser 15 ans de mariage. Mais sa vengeance sera méthodique, froide et parfaite. Pendant qu'il travaillait 12 heures par jour pour rembourser leurs dettes, elle organisait sa vie comme un business. 4 hommes, un planning précis, des sommes notées dans un carnet, et un associé traître qui orchestrait tout depuis le début. Cette histoire va vous montrer comment un homme ordinaire peut démanteler systématiquement toute une toile de mensonges. Chaque pièce du puzzle va tomber. Chaque coupable va payer. Bienvenue sur Histoire d'infidélité, la chaîne où la vérité finit toujours par éclater. Dans les commentaires, écrivez de quelle ville vous nous regardez et quel temps il fait chez vous en ce moment. Votre présence ici compte énormément pour nous. Attachez vos ceintures. Ce récit de vengeance froide et calculée va durer plus d'1 heure. Et chaque minute en vaut la peine. Je suis rentré chez moi ce mardi-là 3 heures plus tôt que prévu. La commande avait été annulée, les ouvriers étaient partis, et j'avais décidé de ne pas rester à l'atelier pour rien. J'ai tourné la clé dans la serrure doucement, par habitude. Je fais toujours ainsi pour ne pas effrayer Laura si elle se repose dans la journée. Je suis passé dans l'entrée et retiré mes chaussures, et là, j'ai entendu sa voix venant de la chambre. Elle parlait au téléphone à voix basse, mais avec entrain, comme si elle discutait de quelque chose d'important. J'allais l'appeler, mais quelque chose m'a arrêté. Son intonation était étrangère, d'une certaine façon. Je me suis approché de la porte entr'ouverte, me suis arrêté contre le chambranle. Laura était assise sur le lit, dos à moi, feuilletait quelque chose dans un carnet, le téléphone coincé entre l'oreille et l'épaule. « Oui, vendredi, ça me va parfaitement, » disait-elle. « Bastien m'a confirmé pour l'appartement près de la Seine. Il apporte l'argent et le bracelet que je lui ai montré le mois dernier. Tu sais, celui avec les diamants. » Elle a ri, ce rire léger que je connaissais si bien. « Et Théo ? Ah, il est adorable celui-là. Hier, il m'a viré 200 € sur ma carte, juste comme ça, pour me faire plaisir. Il a dit que c'était pour m'acheter quelque chose de joli. » Je restais là sans comprendre de quoi elle parlait. Quel Bastien, quel Théo. Laura a terminé la conversation. « D'accord, ma chérie, on se voit samedi pour le brunch. Bisous. » Elle a posé le téléphone et s'est retournée. Elle m'a vu, n'a même pas sursauté, m'a simplement regardé avec agacement. « Qu'est-ce que tu fais là, planté comme un piquet? Tu m'as fait peur. » Je suis resté silencieux 10 secondes, la gorge serrée. Puis j'ai demandé d'une voix que je ne reconnaissais pas. « Qui est Bastien ?» Elle a haussé les épaules, a repoussé une mèche de cheveux derrière son oreille. « Bastien, c'est une connaissance. Il m'aide financièrement de temps en temps. » « Comment ça, il t'aide financièrement? On va bien avec l'argent. L'atelier rapporte correctement. On vit bien, on ne manque de rien. » Laura a soupiré, s'est adossée contre l'oreiller, a croisé les bras. « Écoute, je ne voulais pas t'en parler comme ça, mais puisque tu as entendu, j'ai quelques amis qui me font des cadeaux, me donnent de l'argent, paient certaines choses. Ce n'est pas de l'infidélité au sens où tu l'entends. C'est un investissement pour notre avenir. » « Un investissement? Quel investissement? Je suis jeune maintenant, attirante. Dans 10 ans, ma beauté aura disparu. Plus personne ne me regardera. Alors que là, regarde, on peut accumuler de quoi acheter des appartements, les louer. On passera une vieillesse confortable. Tu ne comprends pas? » Je l'écoutais et ne croyais pas mes oreilles. Elle disait cela comme si elle m'expliquait un placement bancaire. « Depuis combien de temps tu fais ça ?» Laura a réfléchi, compté sur ses doigts. 4 ans, peut-être 5, je ne sais plus exactement. Les mots m'ont frappé comme un coup de poing. 4 ans? 5 ans? Pendant tout ce temps, pendant que je me tuais au travail, que j'agrandissais l'atelier, que j'embauchais des gens, que je bossais 12 heures par jour pour qu'on vive bien, tu faisais ça. Ne sois pas dramatique. Ce n'est pas comme si je t'avais quitté. Je suis toujours là, non? Pourquoi tu vis avec moi alors? Pourquoi tu es resté? Laura a soupiré comme si j'étais un enfant difficile à qui il fallait expliquer quelque chose d'évident. Parce que tu es bien, Clément. Tu es fiable. Avec toi, c'est tranquille, stable. Ces hommes-là, ce sont juste des portefeuilles sur pattes. Rien de personnel, aucun sentiment. Et pour moi? Tu as des sentiments pour moi? Elle a détourné le regard, a contemplé ses ongles.
Je me suis habitué à toi. Tu es pratique. Peut-être qu'il n'y en a jamais eu vraiment. Je me suis levé, suis sorti sur le balcon, les jambes tremblantes. J'ai allumé une cigarette alors que j'avais arrêté il y a 2 ans. Ma tête bourdonnait. Je me suis souvenu comment nous nous étions rencontrés il y a 15 ans. Je venais d'ouvrir mon atelier, louer un coin dans un vieux garage, et elle travaillait comme vendeuse dans un magasin de matériaux de construction. Je l'avais vue, et voilà, j'étais perdu. Belle, joyeuse, elle savait regarder d'une façon qui retournait tout à l'intérieur. Je lui avais fait la cour pendant 6 mois, apporter des fleurs, l'emmener au cinéma, l'inviter au restaurant avec mes derniers sous. Elle avait accepté de sortir avec moi, puis m'avait épousé. Je pensais que c'était pour toujours. Laura est entrée dans la cuisine 20 minutes plus tard, s'est versé du thé, s'est assise en face de moi avec désinvolture. Je ne comprends vraiment pas pourquoi tu es si bouleversée. Je vis avec toi. On a notre quotidien ensemble. Je ne vais nulle part. Ces hommes ne sont qu'une source de revenus. Je n'ai aucun sentiment pour eux. J'ai relevé la tête, les regardé droit dans les yeux. Et pour moi, Laura, tu as des sentiments pour moi ? Elle a bu une gorgée de thé, a réfléchi comme si je lui avais posé une question de mathématiques. Je t'apprécie, tu es quelqu'un de bien. Mais l'amour, le vrai, non, je ne crois pas. Peut-être que ça n'a jamais existé entre nous. Je suis sorti sur le balcon, incapable de rester dans la même pièce qu'elle. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Le soir, elle est revenue me voir avec son carnet à la main, l'a ouvert devant moi sur la table de la cuisine. « Regarde, j'ai tout noté. C'est organisé, tu vois. Je ne fais rien au hasard. » J'ai regardé les pages. Des noms, des dates, des sommes, des descriptions. Bastien, boucle d'oreille en or, 350 €, juin. Théo, argent sur carte, 200 €, juillet. Romain, bracelet, 400 €, août. La liste continuait sur plusieurs pages. Je tiens des comptes précis, expliquait-elle avec fierté. Comme ça, je sais qui investit combien, qui mérite d'être maintenu dans le circuit et qui ne rapporte pas assez. C'est du bon sens, de la gestion. De la gestion ? C'est comme ça que tu appelles ça ? Exactement. Dans 2 ou 3 ans, avec ce qu'on aura accumulé, on pourra acheter 2 studios dans un quartier correct. On les louera, on aura un revenu passif. C'est avantageux pour nous deux, tu ne vois pas ? Ce que je veux ? Qu'est-ce que tu attends de moi maintenant ? Laura a souri, comme si la réponse était évidente. Que tu continues ta vie normalement, que tu travailles, que tu apportes ton salaire à la maison. Moi, je m'occupe d'accumuler le capital pour les investissements. On fait équipe, chacun son rôle. Je la regardais et ne reconnaissais plus la personne avec qui j'avais vécu 15 ans. Je me suis souvenu comment il y a 3 ans je m'étais disputé avec Vincent, mon associé à l'atelier. Nous avions démarré ensemble, investi à parts égales. Mais ensuite il avait réclamé plus d'argent alors qu'il travaillait moins. Je n'avais pas accepté. Nous nous étions séparés. J'avais racheté sa part à crédit. Et maintenant je voyais son nom dans le carnet de Laura. Vincent, montre de luxe, 500 €, avril. Donc il était l'un de ceux qui payaient pour avoir accès à ma femme. Notre séparation n'était pas juste une question d'affaires. Le matin, j'ai fait semblant de m'être résigné. Je me suis levé et pris mon petit déjeuner en silence. « Tu vas à l'atelier » a demandé Laura en beurrant une tartine. « Oui, comme d'habitude. »« Bien, on se voit ce soir alors. » J'ai hoché la tête et pris mes clés et suis sorti. Mais dans ma tête, tout avait changé. Laura m'a regardé avec soulagement, a même dit qu'elle était contente que j'ai bien compris, que nous étions des adultes et pouvions vivre de façon civilisée. J'ai hoché la tête, suis sorti et démarré la voiture et me suis dirigé non pas vers l'atelier, mais chez Théo. Théo est mon ami depuis le lycée. Il travaille comme avocat dans un cabinet rue de Rivoli. Intelligent, perspicace, il connaît les lois comme sa poche. Nous étions assis dans son bureau, buvions du café du distributeur. J'ai raconté brièvement la situation, sans entrer dans les détails. Ma femme me trompe. Je veux divorcer, mais pas finir sur la paille. Théo a écouté, secoué la tête et commencé à expliquer. L'infidélité en elle-même ne te donne aucun avantage lors du partage des biens.
Tout ce qui est acquis pendant le mariage se partage en deux, s'il n'y a pas de contrat de mariage. On n'en a pas. Alors c'est compliqué. L'atelier est à ton nom, mais Laura peut prétendre à la moitié de sa valeur. Votre appartement aussi, moitié-moitié. Qu'est-ce que je peux faire? Théo a réfléchi, tapotant ses doigts sur le bureau. Si tu transfères les biens avant le divorce, formellement, ils ne seront plus des biens communs. Mais c'est risqué. Ça peut être reconnu comme une transaction fictive si Laura attaque en justice. Il faut tout faire avec précaution, avec une justification, que ça ait l'air naturel. Par exemple, donner l'entreprise à tes parents, présenter ça comme une réorganisation pour optimiser les impôts. Ou vendre des parts, retirer l'argent, le cacher quelque part. J'écoutais, hochais la tête, prenais des notes. Attention, tout ça est à la limite de la légalité. Le tribunal peut fouiller si Laura engage un bon avocat. Mais si tu agis intelligemment, à l'avance, sans te presser, tu as des chances. L'essentiel, c'est de ne pas montrer que tu prépares quelque chose. Vis normalement, pas de dispute, ne fais pas pression sur elle, qu'elle se détende et ne s'attende à rien. Je serai prudent, merci. À l'atelier, j'ai passé toute la journée comme dans le brouillard. Les ouvriers posaient des questions, je répondais machinalement. Dans ma tête tournait un plan. Il fallait transférer l'entreprise, retirer l'argent des comptes, rassembler des preuves d'infidélité si jamais elles étaient nécessaires pour le tribunal ou pour faire pression sur Laura. Le soir, je suis rentré à la maison. Elle m'a accueilli avec un sourire. « Alors, ta journée ?»« Normal, je suis crevé. Je vais me coucher tôt. » Laura a hoché la tête sans rien soupçonner. Elle a allumé une série, s'est installée sur le canapé avec sa tablette. Je me suis allongé dans la chambre, tendant l'oreille. Je l'entendais échanger des messages avec quelqu'un, rire, taper frénétiquement. Puis elle s'est levée, est allée dans la salle de bain. Je me suis levé rapidement et regardé dans son sac qui traînait sur le fauteuil. Il y avait un téléphone, pas celui d'habitude, un deuxième, bon marché, vieux modèle. Je ne l'avais jamais vu auparavant. J'ai allumé l'écran, pas de mot de passe. J'ai ouvert le Messenger, parcouru les conversations. 4 échanges avec différents hommes. Bastien écrivait qu'il s'ennuyait d'elle, proposait de se voir vendredi. Romain demandait si l'argent qu'il avait transféré lui avait plu et quand elle pourrait venir à sa maison de campagne. Vincent écrivait qu'il apporterait bientôt le cadeau qu'elle avait demandé. Le 4e, un certain Clément, envoyait des propositions indécentes et Laura répondait de façon taquine. J'ai rapidement photographié les conversations sur mon téléphone, éteint l'écran et remis l'appareil en place. Je suis retourné dans la chambre, me suis allongé. Laura est sortie de la salle de bain et passée devant moi sans même me regarder, s'est assise devant la télévision. Je restais allongé, pensant à qui était cette personne à mes côtés. 15 ans ensemble, et je ne la connaissais pas du tout. Elle savait mentir si naturellement que je n'avais jamais rien soupçonné. Le lendemain, j'ai appelé mes parents. « Je passe ce soir, il faut qu'on parle. » Ma mère s'est inquiétée. « Il s'est passé quelque chose ?»« Tout va bien, c'est une question de business. » Je suis arrivé après le travail. Nous nous sommes assis tous les 3 dans la cuisine. J'ai expliqué la situation. Pas les infidélités, bien sûr, mais que je voulais réorganiser l'atelier, le transférer à leur nom pour optimiser les impôts. Ce sera plus avantageux comme ça. Moins de contrôle, des avantages fiscaux pour les retraités. Mon père m'a regardé avec méfiance. « Tu as des problèmes ?»« Non, c'est juste plus sûr comme ça. » Ils ont échangé un regard, ont accepté. Ma mère a simplement demandé « Explique-nous bien ce qu'on va signer. On ne veut pas se retrouver dans une situation compliquée. » Théo va tout vérifier, préparer les documents correctement. Une semaine plus tard, j'ai commencé le processus de transfert. Je leur ai formellement donné l'atelier, ils sont devenus actionnaires, je suis resté directeur. Sur papier, tout était propre, le fisc n'aurait rien à redire. Laura n'a rien remarqué. J'ai délibérément gardé le même mode de vie, rentré aux heures habituelles, ne posait pas de questions inutiles. Elle s'est détendue, et même devenue plus ouverte. Elle racontait au dîner qu'elle allait suivre une formation en esthétique. Je veux améliorer mes compétences, ça servira. J'aurai besoin de 250 € pour la formation.
Je lui ai donné l'argent, sachant parfaitement qu'elle mentait. Il n'y avait aucune formation. L'argent irait à l'un de ses amants, ou pour elle-même, pour mieux paraître à leurs yeux. Chaque soir, je vérifiais son deuxième téléphone quand elle était distraite, photographiais les conversations, sauvegardais tout. Laura planifiait des rencontres, discutait de cadeaux, partageait ses plans. Dans l'un des échanges avec Vincent, elle avait écrit « Mon mari est devenu bizarre, silencieux. J'ai peur qu'il soupçonne quelque chose. » Vincent avait répondu « Il est juste lent d'esprit. Il ne comprendra rien. Ne t'inquiète pas. » Je lisais cela et sentais une rage froide grandir en moi. 2 semaines ont passé. J'ai retiré toutes nos économies du compte commun, ouvert un dépôt au nom de ma mère. Officiellement, c'était un cadeau pour son anniversaire. Elle ne savait même pas combien il y avait dedans. Je n'ai pas touché à l'appartement, trop visible, et pas certain que je puisse le transférer discrètement. Mais l'atelier et l'argent étaient maintenant hors de portée de Laura. Il restait à rassembler des preuves plus solides et à réfléchir comment tout retourner contre elle. Théo m'a conseillé d'engager un détective privé. Les photos de conversation, c'est bien, mais des preuves visuelles, c'est mieux. Si tu as des clichés, des vidéos, des témoignages, ça renforcera ta position si ça va au tribunal. J'ai trouvé quelqu'un par des connaissances. Il s'appelait Vincent, ancien flic, parti dans le privé, faisait de l'enquête. Nous nous sommes rencontrés dans un café en périphérie, loin du centre. Vincent était un type d'une 50aine d'années, grisonnant, aux yeux fatigués. Il m'a écouté, hochait la tête, prenait des notes. Ce genre d'affaires, j'en ai à l'appel, rien d'exceptionnel. Quelles preuves concrètement tu veux? Photos, vidéos, peut-être des enregistrements de conversation si possible? L'essentiel, c'est qu'on voit bien que Laura rencontre régulièrement ces hommes, que ce n'est pas un hasard, mais un système. Vincent a donné son prix, j'ai accepté. Nous nous sommes mis d'accord pour qu'il commence à la suivre dans quelques jours. Le soir même, Laura m'a fait une scène. Elle est rentrée en colère, a jeté son sac, claqué les portes. « Pourquoi tu es devenu si froid? Pourquoi tu ne t'intéresses plus à ma vie? Tu ne me prends plus dans tes bras, tu ne m'embrasses plus. Je me sens inutile. Si tu continues comme ça, je vais partir. » Je l'ai regardée et me suis retenu de rire. Elle couchait avec 4 hommes et m'accusait de froideur. J'ai répondu calmement. « Je suis fatigué, c'est tout. Beaucoup de travail, des commandes en pagaille, la tête pleine. On pourrait partir quelque part ce week-end, se reposer ensemble ?» Laura a ricané. « Ce week-end, j'ai prévu d'aller au spa avec une copine. »« D'accord, la prochaine fois alors. » Elle s'est calmée et partie dans la salle de bain. Je suis resté dans la cuisine, sachant qu'il n'y aurait aucun spa. Elle irait chez l'un de ses amants. Vincent m'a contacté 3 jours plus tard, m'a envoyé un rapport. Des photos de Laura devant un immeuble rue de la Seine, entrant dans un appartement, sortant 1 heure plus tard. Le lendemain, il l'avait filmé montant dans la voiture d'un homme d'âge moyen. Ils étaient partis en banlieue. Vincent les avait suivis, photographiés dans un café où ils s'embrassaient. Ensuite, ils étaient allés dans une maison de campagne, y étaient restés jusqu'au soir. Tout documenté avec date, heure, numéro de plaque. Je regardais ces photos et sentais tout se contracter en moi. C'était une chose de savoir de façon abstraite, une autre de voir ta femme dans les bras d'un autre, rire, l'embrasser. Vincent a écrit qu'il continuerait la surveillance, rassemblerait plus de matériel. Je l'ai remercié, lui ai demandé de me tenir informé. Chaque jour, le dossier sur Laura s'épaississait. En parallèle, des problèmes ont commencé au travail. Le fisc est venu faire un contrôle, a commencé à fouiller dans les documents. Je ne paniquais pas. Tout était propre chez nous, mais c'était stressant. Les contrôleurs posaient des questions étranges sur la réorganisation, le changement d'actionnaire, les mouvements d'argent, comme si quelqu'un les avait orientés spécifiquement. Je me suis souvenu de Vincent, qu'il avait été mon associé, connaissait tous les rouages de l'atelier. Avait-il décidé de me nuire? J'ai appelé Théo, lui ai raconté le contrôle. « Ne stresse pas, tout est en règle, ils n'ont rien à reprocher. Mais reste vigilant. Si quelqu'un essaie vraiment de te piéger, il y aura peut-être d'autres tentatives. » J'ai réfléchi. Vincent était au courant que Laura était ma femme. Si elle lui avait dit que je me comportais bizarrement, il avait pu se méfier. Peut-être avait-il décidé de prendre les devants, de frapper le premier.
Une semaine plus tard, le détective Vincent m'a envoyé un nouveau lot de documents. Laura avait rencontré un autre homme, Clément. Ils avaient loué une chambre d'hôtel pour 2 heures. Vincent avait capturé leur entrée et leur sortie. Puis une autre rencontre avec Bastien dans cet appartement de la rue de la Seine. Tout formait un tableau clair. Elle avait un planning, un emploi du temps. Elle avait organisé sa vie pour avoir le temps de satisfaire tous ses amants, tout en me paraissant une épouse normale. Laura, entre-temps, devenait méfiante. Plusieurs fois, elle m'avait surpris à la regarder trop intensément. « Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi tu te comportes si bizarrement ?» Je plaisantais, disais que j'étais juste perdu dans mes pensées professionnelles. Mais elle sentait que quelque chose clochait. Elle a commencé à vérifier mon téléphone quand je le laissais sans surveillance. Heureusement, j'avais déjà effacé mes échanges avec le détective Vincent et Théo, transféré toutes les communications dans un messenger avec messages éphémères. Un soir, elle m'a carrément interrogé. « Tu prépares quelque chose, je le vois. Tu vas me quitter ? Tu as quelqu'un d'autre ?» Je l'ai regardée, étonnée de voir comment elle retournait tout. C'était elle qui me trompait depuis des années, et elle m'accusait d'avoir quelqu'un d'autre. « Il n'y a personne. Je suis juste fatiguée. Le travail m'épuise. » Elle n'y croyait pas, mais n'avait rien de concret à me reprocher. Le détective Vincent a continué son travail. 2 semaines plus tard, il est tombé sur une information intéressante. L'un des amants de Laura, Romain, était conseiller municipal. Marié, 2 enfants, personnalité publique. Pour lui, la révélation d'une liaison avec Laura serait catastrophique. Vincent avait obtenu des photos de leur rencontre, des conversations, même un enregistrement où Romain promettait à Laura de l'aider à acheter un appartement si elle était sage. C'était un atout majeur. Je réfléchissais comment l'utiliser. On pouvait faire chanter le conseiller, le forcer à rompre avec Laura. Elle perdrait une source de revenus, commencerait à paniquer, chercherait la raison. Ça la déstabiliserait, la forcerait à faire des erreurs. J'ai appelé Vincent, lui ai demandé de composer une lettre anonyme au conseiller avec des allusions au fait que son secret pourrait éclater au grand jour. Vincent a accepté, a dit qu'il ferait ça discrètement. 3 jours plus tard, Laura est rentrée hystérique, jetait des objets, pleurait, criait que tous les hommes étaient des salauds. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ai-je demandé. Une de mes connaissances, qui m'aidait financièrement, a brusquement arrêté de communiquer. Il m'a bloqué partout, ne répond plus aux appels. Je ne comprends pas, tout allait bien. J'ai fait une tête compatissante. Il a peut-être des problèmes personnels. Ne t'inquiète pas pour ça. Laura m'a regardé avec suspicion, mais n'a rien dit. Toute la soirée, elle est restée sombre, envoyait des messages à tout le monde, essayait de comprendre ce qui s'était passé. Je l'observais et ressentais de la satisfaction. Le plan commençait à fonctionner. Un amant de moins, il en restait 3. Il fallait continuer à presser, lui retirer le sol sous les pieds. Le lendemain, Théo a appelé. Le fisc a clôturé le contrôle, aucun grief, mais quelqu'un a clairement essayé de te piéger, parce que les contrôleurs posaient des questions trop précises, comme s'ils avaient été briefés. Je lui ai parlé de Vincent, mon ancien associé, qu'il était l'un des amants de Laura. Théo a sifflé. Ça change la donne. Fais attention, Vincent peut tenter de frapper à nouveau. J'ai réfléchi. Vincent était rusé. Je me souvenais de lui du temps où on travaillait ensemble. Il savait jouer sur le long terme, attendre le bon moment. S'il avait compris que je préparais quelque chose, il ne resterait pas les bras croisés. Il fallait le devancer, frapper en premier. J'ai demandé au détective Vincent de creuser des informations sur mon ancien associé. 1 semaine plus tard, il m'a envoyé un dossier. Il avait sa propre petite entreprise, commerce de matériaux de construction en gros. Marié, sa femme travaillait comme comptable dans son entreprise. Pas d'enfant. Il vivait correctement, sans ostentation. Le détective avait découvert que Vincent rencontrait régulièrement Laura, louant pour cela l'appartement rue de la Seine. Il payait de sa poche, essayait de rester discret. J'ai compris. Vincent avait peur que sa femme découvre. Il avait une entreprise commune avec elle. Elle gérait toute sa comptabilité. Si elle apprenait l'infidélité, elle pourrait réclamer sa part, détruire l'entreprise. C'était son point faible. Il fallait réfléchir comment utiliser ça. Mais c'était trop tôt. D'abord, il fallait régler le cas de Laura elle-même. Ensuite, frapper Vincent. Laura, pendant ce temps, devenait de plus en plus nerveuse.
Le conseiller Romain ne reprenait pas contact. Elle avait perdu une source de revenus substantielle. Commençait à voir plus souvent Bastien et Clément leur soutirer le maximum. Je voyais sur son deuxième téléphone comment elle demandait tantôt de l'argent pour le salon de beauté, tantôt pour un nouveau sac, tantôt pour autre chose. Ils donnaient, mais à contre-cœur. On sentait que leur patience aussi avait des limites. Un jour, elle est rentrée plus tôt que prévu, contrariée. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» je demandais. Elle a balayé l'air de la main. Une copine m'a fait faux bond, elle n'a pas pu se libérer. Mais je savais que ce n'était pas une copine, mais un énième amant. Apparemment, l'un d'eux aussi commençait à se détacher. Laura sentait que son système se déréglait et ça la rendait folle. Elle devenait irritable, s'énervait contre moi pour des broutilles, m'accusait de ne pas la soutenir, de ne pas m'intéresser à sa vie. Je restais silencieux, patientais. Je savais que bientôt tout serait fini. Il fallait juste attendre le bon moment. Le détective Vincent continuait la surveillance, rassemblait du matériel. J'avais déjà un dossier entier avec des preuves, photos, vidéos, enregistrements de conversations. Ça aurait suffi pour plusieurs divorces. Mais je voulais plus. Je voulais que Laura comprenne ce qu'elle avait perdu, qu'elle réalise son erreur. Théo, entre-temps, avait trouvé les reçus de location de cet appartement rue de la Seine. J'ai demandé au détective Vincent de vérifier qui le louait officiellement. Il s'est avéré que le contrat était au nom de mon ancien associé, Vincent. Donc il n'était pas qu'un amant, mais l'organisateur de tout ce système. Laura y amenait différents hommes, et Vincent fournissait le lieu. Peut-être même recevait-il un pourcentage, ou l'aidait simplement par d'anciens sentiments, s'ils avaient jamais existé. Une pensée m'a traversé l'esprit. Et si Vincent n'était pas qu'un amant, mais le marionnettiste? Et s'il avait poussé Laura vers cette vie, lui avait appris à manipuler les hommes, à leur soutirer de l'argent? Après tout, il était rusé, calculateur, il savait planifier. Et notre séparation il y a 3 ans prenait maintenant un tout autre sens. Peut-être m'avait-il délibérément poussé à bout, forcé à racheter sa part pour se libérer du partenariat et tranquillement gérer ses affaires avec Laura. J'ai appelé Théo. Je lui ai fait part de mes soupçons. Ne tire pas de conclusions hâtives, mais vérifier ne fait pas de mal. J'ai demandé au détective Vincent de creuser plus profond, de découvrir quand avait commencé la liaison entre mon ancien associé et Laura. Quelques jours plus tard, le détective est tombé sur une information intéressante. L'un des amis de mon ancien associé avait lâché qu'il y a environ 5 ans, celui-ci se vantait d'avoir une nana géniale en dehors. Belle, avide d'argent, prête à tout pour des cadeaux. 5 ans. C'était juste avant notre séparation. Donc c'était bien ça. Il avait commencé avec Laura, elle s'était laissée prendre, puis avait commencé à travailler avec d'autres hommes aussi. Mon ancien associé encourageait peut-être même cela, parce qu'il ne voulait ou ne pouvait pas subvenir entièrement à ses besoins. Et moi je travaillais comme un damné, pensant subvenir aux besoins de la famille, alors qu'en réalité je n'étais qu'une couverture pour leur combine. La rage bouillonnait en moi. Je comprenais qu'il fallait me contrôler, mais c'était de plus en plus difficile de garder mon calme. Laura remarquait ma tension, essayait plusieurs fois de me faire parler, de découvrir ce qui se passait. Je répondais brièvement, partais à l'atelier, y passais 15 heures pour ne pas la voir. Les ouvriers demandaient si tout allait bien. Je balayais leurs questions, disais qu'il y avait juste beaucoup de commandes. Mais l'un d'eux, Bastien, mon chef d'atelier, me connaissait depuis longtemps. Il s'est approché un jour et a demandé directement « Des problèmes à la maison ?» J'ai hésité, mais avoué que oui, il y avait des difficultés. Il a hoché la tête. « Si tu as besoin d'aide, n'hésite pas. » Je l'ai remercié, mais décidé de garder tout secret pour le moment. Moins de gens étaient au courant, mieux c'était. 1 mois de plus s'est écoulé. Laura a perdu un autre amant, Clément. Il a simplement disparu, l'a bloqué, ne répondait plus. Elle cassait la vaisselle, criait que tous les hommes étaient des salauds. Je ramassais silencieusement les morceaux, préparais le dîner. Elle me regardait avec haine, m'accusait de me réjouir de ses problèmes. Je ne répondais pas. Ça ne faisait que l'énerver davantage. Le détective Vincent a découvert que Clément avait déménagé dans une autre ville. Y avait trouvé une petite amie sérieuse. Laura n'avait été qu'un divertissement pour lui.
et quand l'occasion d'une vraie relation s'était présentée, il l'avait abandonnée sans regret. Maintenant, Laura n'avait plus que 2 hommes, Bastien et mon ancien associé Vincent. Bastien, d'après les conversations, commençait aussi à refroidir, retardait les cadeaux, reportait les rencontres. Vincent tenait bon, mais lui non plus ne serait pas éternel. Je voyais Laura paniquer. Elle comprenait que son système s'effondrait, que sa jeunesse s'en allait, et qu'il était de plus en plus difficile de trouver de nouveaux sponsors. Elle a essayé de s'inscrire sur des sites de rencontres, cherchait des hommes riches prêts à payer pour de l'attention. Mais la concurrence y était énorme, plein de filles plus jeunes et plus jolies. Laura s'énervait, s'en prenait à moi, exigeait plus d'argent pour la cosmétique, les vêtements, les soins. Je lui donnais de l'argent, sachant que c'était les dernières miettes qu'elle obtiendrait de moi. Bientôt tout serait fini et elle resterait avec rien. Ça se rapprochait et je sentais la tension monter. Il fallait choisir le moment, porter le coup final, de façon à ce qu'elle ne puisse pas s'en remettre. Mon ancien associé Vincent a lui-même pris contact, m'a appelé sur mon portable et proposé de nous rencontrer, de parler d'homme à homme. J'ai été surpris, mais j'ai accepté. Nous avons fixé un rendez-vous dans un café sur les quais. En journée, beaucoup de monde. Je suis arrivé en avance, me suis assis près de la fenêtre et commandé un café. Vincent est apparu 10 minutes plus tard. Il avait l'air confiant, souriait. Il s'est assis en face, nous nous sommes salués. Il a commencé de loin, à demander comment allaient les affaires, comment l'atelier. Je répondais brièvement, attendant de voir où il voulait en venir. Vincent a tourné sa cuillère dans sa tasse, puis m'a regardé dans les yeux et a dit directement « Je sais que tu prépares quelque chose. Laura m'a dit que tu étais devenu bizarre, froid, que tu ne t'intéressais plus à sa vie. Elle a peur que tu prépares un divorce. » En quoi ça te concerne ? Et je demandais. Vincent a souri narquoisement. On est de vieilles connaissances, on a été associés. Je ne veux pas que tu fasses des bêtises. Laura est une bonne nana, il faut apprécier des femmes comme elle. Je me suis à peine retenu de lui frapper le visage. Il était assis devant moi, avait couché avec ma femme pendant des années, et maintenant il m'apprenait comment l'apprécier. Vincent a continué. Si tu lances un divorce, tu le regretteras. J'ai des relations, des connaissances au fisc, à la police. Je peux te créer de sérieux problèmes avec ton atelier. Il a fait allusion à de fausses violations fiscales qu'on pourrait glisser dans les contrôles, qui fermeraient l'entreprise pendant des mois. Je l'écoutais et comprenais. Il me faisait chanter, tenter de m'intimider. J'ai fait semblant d'avoir peur. Je ne veux pas de problème. Je suis juste fatigué de Laura, et je n'ai pas l'intention de divorcer. Laisse-moi le temps de régler les choses dans notre relation. Vincent a hoché la tête. C'est raisonnable. Il m'a tapé sur l'épaule, a fini son café et est parti. Je suis resté assis, le regardant s'éloigner, sentant la rage me submerger, mais je n'en ai rien montré. Je suis retourné à l'atelier et appelé le détective Vincent, lui ai raconté la rencontre, lui ai demandé de vérifier si mon ancien associé avait vraiment des contacts au fisc et à la police. Le détective a promis de vérifier. 2 jours plus tard, il m'a contacté. Il a effectivement des connaissances, mais pas aussi influentes qu'il essaie de le faire croire. Des petits fonctionnaires corrompus ordinaires qu'on peut payer pour un service. J'ai décidé d'enregistrer la prochaine rencontre avec mon ancien associé. J'ai demandé au détective de me procurer un enregistreur caché qu'on pouvait porter discrètement. Il m'a apporté un petit appareil de la taille d'un briquet. J'ai commencé à le porter constamment sur moi, au cas où Vincent me recontacterait. Il ne s'est pas fait attendre. 1 semaine plus tard, il a rappelé. Il faut qu'on se voie. J'ai quelque chose d'important à discuter. J'ai accepté, allumé l'enregistreur avant la rencontre. Nous nous sommes retrouvés dans le même café. Vincent était tendu, nerveux. Laura m'échappe complètement. Elle exige plus d'argent de moi, menace de me laisser si je ne l'aide pas pour un appartement. « Pourquoi tu me racontes ça ?» et je demandais. Vincent a soupiré. « On pourrait s'associer, toi et moi, régler le problème ensemble. Laura est devenue trop gourmande, il est temps de la remettre à sa place. » Il a proposé de faire pression sur elle ensemble, de menacer de tout raconter à ses parents, ses amis. J'ai fait semblant de réfléchir, puis ai demandé. « Et ton affaire, ta femme, tu n'as pas peur que tout éclate au grand jour ?» Vincent a ricané. « Ma femme ne saura rien, je contrôle tout. Je suis prudent,
Je sais effacer mes traces. Et si nécessaire, on peut toujours rejeter la faute sur toi. Dire que c'est toi qui trompais Laura, et moi je suis juste un ami de la famille. Je hochai la tête, acquiesçais, et l'enregistreur captait tout. La conversation a duré 40 minutes. Vincent s'est lâché sur beaucoup de choses. Depuis combien de temps il était avec Laura? Comment ils avaient ensemble planifié de me soutirer de l'argent? Comment il avait monté notre séparation il y a 3 ans pour récupérer sa part de l'entreprise et investir dans sa propre boîte? J'écoutais et bouillais intérieurement, mais ne montrais rien. À la fin, il m'a encore menacé de problèmes si je ne coopérais pas. J'ai promis d'y réfléchir et dit au revoir et suis parti. Je suis retourné à ma voiture et réécouté l'enregistrement. Tout était clair, bonne qualité, la voix de Vincent reconnaissable. C'était une arme contre lui. Maintenant, il fallait décider comment l'utiliser, le remettre à la police ou le garder pour plus tard comme atout dans ma manche. Laura, entre-temps, m'a proposé pour la première fois en plusieurs années une intimité physique. Le soir, elle s'est approchée, m'a enlacé par derrière, a chuchoté qu'elle s'ennuyait de moi, qu'elle me voulait. Je me suis écarté. Je suis fatigué, j'ai mal à la tête. Elle s'est vexée et partie dans la chambre en claquant la porte. Je suis resté dans la cuisine, comprenant qu'elle essayait de me manipuler, de reprendre le contrôle, mais ça ne marchait plus. Le lendemain, de nouveaux problèmes ont commencé. Quelqu'un a tenté une prise de contrôle hostile de l'atelier. Des types sont venus avec des documents affirmant avoir droit à une part de l'entreprise, qu'un contrat aurait été conclu avec l'ancien actionnaire. J'ai appelé Théo. Il a rappliqué, a tout vérifié. Des faux papiers, de la contrefaçon. C'est clairement du travail commandé. Quelqu'un essaie de te faire sortir de ton entreprise. J'ai immédiatement pensé à Vincent. Il avait menacé de créer des problèmes, et voilà qu'il passait à l'action. Théo m'a conseillé de porter plainte à la police, mais j'ai refusé. J'ai décidé de régler ça à ma façon. J'ai appelé le détective Vincent, lui ai demandé de découvrir qui était derrière ces types. Le détective a creusé 2 jours, a identifié le commanditaire. C'était un homme de mon ancien associé, une connaissance qui faisait des affaires douteuses. Vincent l'avait payé pour me faire peur, créer des problèmes. J'ai compris qu'il fallait agir plus vite, avant que Vincent ne cause de vrais dégâts. Le détective a continué à creuser sur lui. Une semaine plus tard, il m'a envoyé un dossier plus épais. Il avait sa petite entreprise, commerce de matériaux de construction en gros. Un entrepôt en périphérie. Marié, sa femme travaillait comme comptable dans son entreprise, gérait toute la documentation. Pas d'enfant. Il vivait correctement. Maison à 2 étages dans un quartier résidentiel, voiture récente, mais sans ostentation particulière. Le détective avait découvert un détail intéressant. Vincent rencontrait régulièrement Laura dans cet appartement rue de la Seine. Il payait lui-même, en liquide, pour ne laisser aucune trace. Le contrat de location était au nom d'un prête-nom, mais l'argent venait de Vincent. C'était son appartement clandestin où il amenait Laura et peut-être d'autres femmes aussi. Sa femme ne savait rien. J'étais assis à l'atelier, lisais le rapport et comprenais. Vincent avait un point faible, sa femme. Si elle apprenait les infidélités, elle pourrait réclamer sa part de l'entreprise, détruire toute la boîte. Ils avaient une entreprise commune, elle possédait la moitié. Et Vincent, sans elle, n'était rien. Il n'était pas fort en commerce. C'était sa femme qui gérait toute la comptabilité, établissait les contacts. C'était un atout, mais il fallait l'utiliser au bon moment. Laura, entre-temps, perdait les derniers vestiges de son sang-froid. Bastien avait cessé de répondre aux appels, arrêté les conversations. Elle tournait en rond dans l'appartement, pleurait, m'agressait avec des accusations. « Tout est de ta faute, tu m'as porté le mauvais œil, tu as pourri mon karma. » J'écoutais silencieusement, ne réagissais pas. Ça la rendait encore plus folle. Elle exigeait de l'argent pour de nouveaux vêtements, pour des soins, criait que si elle ne rajeunissait pas, plus personne ne la regarderait. Je lui ai donné 300 €, les derniers que j'avais en cachette à la maison. Elle a saisi l'argent et a couru au salon de beauté. Elle est revenue le soir avec une nouvelle coiffure, une manucure, rayonnante. S'est assise avec son téléphone. A envoyé des messages à de nouvelles connaissances sur un site. Je la voyais poster des selfies, se faire passer pour accessible et joyeuse. Elle cherchait de nouveaux sponsors, mais la concurrence était rude. On lui répondait rarement, l'invitait à des rencontres, mais après le premier rendez-vous,
Les hommes disparaissaient. Elle ne comprenait pas pourquoi. Le problème était qu'elle n'était plus cette jeune fille naïve qu'on pouvait manipuler. Elle avait 36 ans. Les rides apparaissaient, sa silhouette n'était plus parfaite. Et les hommes prêts à payer pour de l'attention voulaient de la fraîcheur, plus jeune. Laura le sentait et devenait folle en réalisant que le temps filait. Là, j'ai appris une autre nouvelle. Le détective Vincent avait découvert que l'un des anciens amants de Laura, Clément, ce banquier, s'était récemment marié, et pas avec n'importe qui, mais avec la fille d'un homme d'affaires local. Le mariage avait été somptueux. Toute l'élite de la ville présente. Laura ne le savait pas. J'ai décidé qu'il était temps de l'informer. Je lui ai montré un article dans le journal local sur le mariage. Laura a lu, pâli, puis jeté le téléphone contre le mur. Elle a piqué une crise, crié que Clément lui avait promis de l'aider pour un appartement, qu'il disait qu'elle était spéciale et qu'il l'avait juste utilisée et jetée quand il avait trouvé un meilleur parti. Je restais debout, la regarder sans ressentir la moindre pitié. Elle avait choisi cette voie elle-même, s'était transformée en marchandise. Maintenant, elle récoltait les fruits. Laura s'en est prise à moi, m'a accusé. Tout est de ta faute. Si tu gagnais plus, je n'aurais pas eu besoin de chercher des sources supplémentaires. Tu es un raté, un petit artisan qui se contente de son misérable atelier. J'écoutais et pensais, voilà son vrai visage. Toutes ces années, elle m'avait méprisé, me considérait inférieur à elle. Et moi, l'idiot, je me tuais pour elle, travaillais jusqu'à l'épuisement. Le lendemain, je suis allé voir Théo. Je suis prêt à demander le divorce. Théo a hoché la tête, a commencé à préparer les documents. Je l'ai prévenu que Laura résisterait, tenterait de tout me prendre en justice. Tout est déjà transféré. L'atelier est au nom de tes parents, l'argent est sorti. L'appartement restera commun, mais c'est la seule chose qu'elle pourra obtenir, et encore, moitié-moitié. Théo a déposé les documents au tribunal 2 jours plus tard. Laura a reçu la convocation et a explosé. Elle a fait éruption dans l'atelier, hurlait dans tout le hangar que je retire la demande. Les ouvriers regardaient, échangeaient des regards. Je l'ai calmement fait sortir dans la rue. C'est fini, on ne va plus dans la même direction. Elle menaçait de tout prendre par le tribunal et que je resterais sans rien. J'ai haussé les épaules, me suis retourné et suis rentré dans l'atelier. Le soir, elle est rentrée ivre, le maquillage coulant, sanglotait, disait qu'elle m'aimait, que tout était une erreur, qu'elle était prête à tout changer. Je n'ai pas mordu. C'est trop tard. La confiance est détruite. Elle est tombée à genoux, s'accrochait à mes jambes, me suppliait de lui donner une autre chance. Je me suis dégagé, suis parti dormir chez mes parents. Ma mère a demandé « Qu'est-ce qui s'est passé ?» J'ai raconté brièvement, sans les détails sur les amants, et juste dit qu'on divorçait, qu'on n'était pas compatibles. Ma mère a soupiré. J'ai toujours senti que Laura n'était pas la femme qu'il te fallait. Mais tu étais amoureux, tu n'écoutais pas. Mon père n'a rien dit, a juste posé sa main sur mon épaule. Un soutien silencieux. Laura a appelé toute la nuit, envoyé des messages, supplié de revenir, promis de changer. Je n'ai pas répondu. Le matin, je suis allé à l'atelier où Théo m'attendait déjà. Laura a engagé un avocat. Elle va essayer de récupérer l'entreprise et l'argent. Quelles sont nos chances? Élevées. Tout a été transféré à l'avance. Elle ne pourra pas prouver la fictivité des transactions. Mais prépare-toi à une bataille sale. La saleté a commencé rapidement. Laura a déposé une contre-plainte exigeant que le transfert de l'entreprise soit déclaré invalide, que l'argent soit restitué. Son avocat envoyait des demandes, exigeait des documents, convoquait des témoins au tribunal. Je fournissais calmement tout ce qui était demandé. Les documents étaient en ordre, rien à reprocher. Alors Laura a essayé une autre tactique. Elle a commencé à menacer de se suicider si je ne retirais pas la plainte. Elle m'envoyait des messages terribles, des photos de pilules. J'ai tout montré à Théo. Conserve les conversations, ça peut servir à prouver son instabilité. Mais j'ai quand même appelé les urgences quand elle a envoyé une photo en se coupant les veines. Ils sont venus, l'ont ranimée, l'ont placée en psychiatrie 2 jours. Elle en est sortie furieuse, m'accusant de l'avoir humiliée devant les voisins. Le détective Vincent surveillait mon ancien associé entre-temps. Il a découvert qu'il voyait Laura presque chaque jour, la soutenait, promettait de m'aider à ne régler mon compte. Il planifiait quelque chose, complotait.
Le détective avait enregistré plusieurs de leurs conversations sur caméra. Ils étaient assis dans une voiture, discutaient d'engager des types pour me faire peur, me forcer à renoncer au divorce. J'écoutais les enregistrements et comprenais. Ils s'étaient unis contre moi. Laura et Vincent pensaient qu'à deux, ils y arriveraient, me forceraient à tout rendre. Mais ils ne savaient pas combien d'atouts j'avais en main. Les enregistrements de leurs conversations, les preuves d'infidélité, les liens de Vincent avec des racketteurs. Il était temps de frapper. Théo m'a conseillé de trouver un journaliste qui pourrait aider avec une révélation publique. J'ai une connaissance, Romain. Il travaille dans le journal local, écrit des enquêtes sur la corruption et les magouilles des fonctionnaires. Romain a ses propres comptes à régler avec le conseiller municipal Romain, l'ancien amant de Laura. Le conseiller a poursuivi le journal pour diffamation autrefois. Romain s'en souvient encore. Je me suis retrouvé avec Romain dans la rédaction. C'était un gars d'une trentaine d'années, maigre, cheveux toujours ébouriffés et yeux brillants. Il a écouté mon histoire, secoué la tête. Ce genre d'affaire ne me surprend pas. J'ai vu beaucoup de choses. Quelles preuves tu as ? J'ai montré les photos de Laura avec le conseiller, les conversations, les enregistrements des discussions de mon ancien associé Vincent. Romain a sifflé. Il y a assez de matériel pour plusieurs articles. Mais il faut être prudent. Le conseiller est un homme influent. Il peut se défendre par le tribunal. Ça ne me préoccupe pas. L'important, c'est que l'information soit diffusée, que la réputation du conseiller soit ébranlée. Romain a hoché la tête. Dans une semaine, l'article sortira. Assez d'allusions pour que tout le monde comprenne de qui on parle, mais pas d'accusation directe. Laura, entre-temps, a appris que Bastien, son dernier amant restant, s'était marié. Il s'était juste marié avec une fille d'une ville voisine, sans prévenir. Laura a fondu en larmes en voyant les photos du mariage sur les réseaux sociaux. Elle l'a appelé. Il ne décrochait pas. Elle a écrit un message furieux, l'a traité de traître. Bastien l'a bloqué partout. Maintenant, il ne lui restait plus que mon ancien associé Vincent. Je voyais sur son deuxième téléphone comment elle s'accrochait à lui, le suppliait de ne pas l'abandonner, promettait n'importe quoi. Vincent la rassurait, disait qu'il était avec elle, qu'ensemble, il me réglerait mon compte. Laura y croyait, pensait qu'il était son sauveur, alors qu'il utilisait juste la situation pour la garder sous contrôle. J'ai décidé qu'il était temps de frapper Vincent. J'ai appelé sa femme, me suis présenté comme une vieille connaissance de son mari et dit que je voulais la rencontrer pour discuter d'une proposition commerciale. Elle a accepté, fixé un rendez-vous dans leur bureau. Je suis venu, elle m'a accueilli aimablement. Nous nous sommes assis dans la salle de réunion. J'ai commencé de loin, demandé comment allaient les affaires. Elle racontait, se plaignait que dernièrement Vincent était distrait, rentrait souvent tard, était nerveux. Je hochais la tête, écoutais, puis ai prudemment suggéré que j'avais entendu dire que Vincent avait certaines obligations qui le distrayaient du travail. Elle s'est méfiée. « Qu'est-ce que vous voulez dire ? Je ne veux pas me mêler des affaires des autres, mais si ça vous intéresse, je peux vous montrer quelque chose. » J'ai sorti mon téléphone, lui ai montré une photo de Vincent avec Laura devant l'immeuble rue de la Seine. Elle a pâli. « Qui est cette femme ? » C'est ma femme, dont je divorce. Ils se voient depuis plusieurs années. Ils ont même un appartement loué ensemble. La femme de Vincent est restée silencieuse, regardait la photo, puis a demandé pourquoi je lui montrais ça. Parce que Vincent essaie de me nuire, de me piéger, de détruire mon entreprise. Je veux qu'il obtienne ce qu'il mérite. Elle a hoché la tête. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Je lui ai laissé une clé USB avec les preuves, photos, conversations, enregistrements. J'ai dit au revoir et je suis parti, sachant que les graines du doute étaient semées. 2 jours plus tard, l'article de Romain est sorti dans le journal. Il s'intitulait de façon vague « Les liaisons obscures des fonctionnaires locaux ». Il n'y avait pas de nom direct, mais quiconque connaissait le conseiller municipal Romain comprenait de qui il s'agissait. L'article décrivait ses rencontres avec une femme non nommée, ses dépenses pour des cadeaux, des virements suspects. Il suggérait corruption et abus de fonction. L'article a fait du bruit. Sur les réseaux sociaux, on en discutait, on spéculait. Le conseiller a tenté de démentir, menacé de poursuites, mais le mal était fait. Sa réputation était ébranlée. Je lisais les commentaires et ressentais de la satisfaction. 1 de tomber.
Restaient Vincent et Laura. Laura a appris l'existence de l'article, a appelé le conseiller. Celui-ci lui a hurlé dessus, l'a accusé d'avoir tout révélé. Elle jurait qu'elle s'était tue, mais il ne la croyait pas. La conversation s'est terminée en dispute. Laura tournait en rond dans l'appartement, maudissait tout le monde, me blâmait, même si je n'avais aucun lien direct. Vincent aussi a lu l'article, compris que quelqu'un avait divulgué l'information, m'a appelé, exigé une rencontre. J'ai accepté. Nous nous sommes retrouvés sur le parking d'un centre commercial. Il est sorti de sa voiture, furieux, le visage déformé, m'a accusé d'avoir donné l'un. J'ai haussé les épaules. Je ne sais pas de quoi tu parles. Vincent m'a attrapé par la veste, a commencé à menacer. Si tu n'arrêtes pas tes jeux, je vais t'enterrer si profond que tu ne t'en sortiras jamais. J'ai calmement retiré ses mains. Les jeux ne font que commencer. Il a craché par terre, est monté dans sa voiture et est parti en faisant crisser les pneus. Je suis resté debout, comprenant que le conflit atteignait un nouveau niveau. Le lendemain, des flics sont venus à l'atelier. Ils ont dit qu'il y avait eu un signalement d'équipement volé sur le site. Surpris, je les ai laissés entrer. Ils ont fouillé l'entrepôt et trouvé 2 machines avec des numéros de série effacés. J'étais sous choc. Je n'avais jamais eu ces machines. Elles avaient clairement été placées là. Les flics ont rédigé un procès-verbal, embarqué les machines, dit qu'ils allaient enquêter. J'ai immédiatement compris. Vincent. Il avait tout orchestré pour me piéger, créer des problèmes avec la justice. J'ai appelé Théo, raconté la situation. Il a rappliqué, commencé à enquêter. Il s'est avéré que les machines étaient effectivement volées, recherchées depuis 6 mois. Quelqu'un les avait délibérément apportées dans mon entrepôt la nuit. La sécurité avait été probablement soudoyée. Théo m'a conseillé de montrer aux flics l'enregistrement de ma conversation avec Vincent, où il me menaçait et se vantait de ses magouilles. J'ai transmis l'enregistrement via une connaissance à la police. Une enquête a été ouverte. Vincent a été convoqué pour interrogatoire. Il a nié, dit qu'il ne savait rien, mais l'enregistrement était clair, la voix reconnaissable. Il a commencé à paniquer. Laura, entre-temps, atteignait un nouveau niveau de désespoir. Elle a débarqué à l'atelier hystérique, exigeait qu'on lui rende l'argent, l'entreprise, tout. Elle criait devant les ouvriers et les clients, montait un vrai spectacle. J'ai supporté, resté silencieux, puis j'ai craqué. J'ai sorti mon téléphone, ouvert ses conversations avec ses amants et commencé à lire à voix haute. Je lisais comment elle discutait avec Bastien de combien d'argent il lui donnerait pour une rencontre, comment elle marchandait avec le conseiller pour un bracelet, comment elle écrivait à Vincent que j'étais un idiot qui ne comprenait rien. Les ouvriers écoutaient, échangeaient des regards, les clients aussi. Laura d'abord ne comprenait pas ce qui se passait, puis ça lui est tombé dessus. Elle a pâli, tenté de m'arracher le téléphone. Je me suis écarté et continué à lire. Quand j'ai terminé, un silence de mort régnait dans l'atelier. Laura se tenait au milieu de l'hangar, rouge de honte et de rage. Tout le monde la regardait. Elle s'est retournée et s'est enfuie en courant. J'ai rangé mon téléphone, regardé les gens. C'est ma femme, dont je divorce. Maintenant, vous savez pourquoi. Tous ont hoché la tête. Personne n'a jugé. Le soir même, le détective Vincent m'a envoyé un message. La femme de mon ancien associé avait étudié le matériel de la clé USB et pris une décision. Elle demandait le divorce et exigeait le partage de l'entreprise. Vincent était en panique, tentait de la convaincre, mais elle était inflexible. Elle avait engagé un avocat, gelé les comptes de l'entreprise, bloqué l'accès de Vincent à l'entrepôt. Son affaire était paralysée. J'étais assis à l'atelier, lisais les messages et souriais. Vincent avait obtenu ce qu'il méritait. Il se retrouvait maintenant dans la même situation où il avait tenté de me mettre. Sans sa femme, son entreprise n'était rien. Il ne s'en sortirait pas seul. Elle connaissait tous les rouages, tous les schémas, toutes les relations. Elle pouvait enterrer son affaire d'un seul geste. Vincent m'a appelé ce soir-là. Sa voix tremblait de rage. « C'est toi qui as monté ma femme contre moi. Tu as détruit ma famille. » J'ai répondu calmement. « C'est toi qui as tout détruit quand tu as décidé de coucher avec ma femme et de comploter contre moi. Chacun obtient ce qu'il mérite. » Vincent a juré et raccroché brutalement.
Laura a appris les problèmes de Vincent et est tombée dans le désespoir. Maintenant, elle n'avait plus personne. Tous ses amants avaient disparu. Vincent était occupé avec ses propres problèmes et ne pouvait pas l'aider. Elle tournait en rond dans l'appartement, appelait d'anciennes connaissances, tentait de trouver quelqu'un qui lui donnerait de l'argent. Mais les rumeurs sur son mode de vie s'étaient déjà répandues dans toute la ville. Personne ne voulait avoir affaire à une femme qui s'était vendue. Théo, entre-temps, m'a trouvé un allié. Il a appelé, dit qu'il avait une connaissance journaliste qui pourrait aider à achever définitivement le conseiller municipal. Il s'appelait Romain, travaillait dans le journal local, écrivait des enquêtes sur la corruption. Il avait ses propres comptes à régler avec le conseiller qui avait poursuivi le journal pour un article critique. Romain s'en souvenait encore. Je me suis retrouvé avec Romain dans la rédaction le lendemain. C'était un gars d'une trentaine d'années, maigre, cheveux toujours ébouriffés et yeux brillants. Il a écouté mon histoire, feuilleté les photos que j'avais apportées, lu les conversations, secoué la tête. J'ai vu beaucoup de cas comme ça, mais à chaque fois je suis surpris de voir jusqu'où les gens peuvent tomber. Quelles preuves précises tu as sur le conseiller ? J'ai montré les photos du conseiller avec Laura devant l'hôtel, les conversations où il promettait d'aider pour un appartement, les relevés des virements d'argent. Romain a sifflé. Il y a assez de matériel pour un article scandaleux. Mais il faut être prudent. Le conseiller est un homme influent. Il peut essayer de nous coincer par le tribunal. Ça ne me préoccupe pas. L'important, c'est que l'information soit diffusée, que tout le monde sache qui est vraiment ce conseiller. Romain a hoché la tête. Dans une semaine, l'article sortira. Pas de nom direct, mais assez d'allusions pour que chacun comprenne de qui on parle. Nous nous sommes mis d'accord. Il a pris la clé USB avec les preuves. Je suis parti. Laura est revenue me voir au travail quelques jours plus tard, mais cette fois pas en criant, en suppliant. Elle est entrée dans l'atelier doucement, s'est approchée de moi pendant que je rabotais une planche, s'est tenue à côté, regardait. Je ne levais pas les yeux, continuais à travailler. Elle a commencé à parler doucement, d'une voix brisée. J'ai compris mon erreur. Je suis prête à tout si tu me pardonnes. J'ai éteint la machine, les regardé. Elle avait l'air misérable, amaigrie, avec des cernes noires sous les yeux, dans une veste bon marché. Qu'est-ce que tu veux vraiment ? Je veux revenir. Je suis prête à devenir une vraie épouse, oublier tous ces hommes. J'ai souri sarcastiquement. Et l'argent ? Elle a hésité. L'argent n'est pas le plus important. La famille, c'est ça l'important. J'ai secoué la tête, lui ai dit franchement. Tu mens. Tu n'es pas venu parce que tu as compris ton erreur. Tu es venu parce que tous tes sponsors se sont envolés. Plus d'argent, pas de vrai travail. Et tu as réalisé que tu te retrouvais sans rien. Elle a tenté de protester, mais je ne l'ai pas laissé. J'ai continué. Si tout allait bien pour toi, tu ne te serais même pas souvenu de moi. Maintenant, tu viens parce que tu n'as plus nulle part où aller. Laura s'est mise à pleurer, est tombée à genoux devant moi en plein atelier, a attrapé mes mains, me suppliait de lui donner une autre chance. Les ouvriers se sont arrêtés, regardaient la scène. J'étais mal à l'aise, mais je n'ai pas cédé. J'ai libéré mes mains, reculé d'un pas. C'est trop tard, Laura. Il y a eu trop de mensonges, trop de trahisons. Je ne te crois plus et ne te croirai jamais. Elle sanglotait, mais je lui ai demandé de partir. L'un des ouvriers l'a aidé à se relever, l'a accompagné dehors. Je suis retourné au travail, mais mes mains tremblaient. À l'intérieur bouillonnait non pas de la colère ni de la pitié, juste du vide. Cette femme avait autrefois été le sens de ma vie, et maintenant elle était devenue étrangère. Une semaine plus tard, l'article de Romain est sorti. Il s'intitulait de façon vague « Les liaisons obscures des fonctionnaires locaux ». Pas de nom, mais quiconque connaissait le conseiller municipal comprenait immédiatement de qui il s'agissait. L'article décrivait ses rencontres avec une certaine dame, des cadeaux coûteux, des virements d'argent, des allusions à la corruption et l'abus de fonction. L'article était rédigé avec soin, juridiquement correct. Impossible d'y trouver directement à redire, mais les faits étaient puissants. Sur les réseaux sociaux, les discussions ont commencé. Les gens spéculaient, se rappelaient d'autres bizarreries dans le comportement du conseiller. Celui-ci a tenté de démentir via son service de presse,
menaçait le journal de poursuite. Mais le mal était fait. Sa cote a chuté. Les électeurs ont commencé à poser des questions embarrassantes. Je lisais les commentaires sur Internet et ressentais de la satisfaction. Un autre était tombé. Romain a appelé, dit que l'article avait fait du bruit. Des vérifications avaient commencé. Le parquet s'intéressait aux finances du conseiller. Ils avaient trouvé des incohérences. Le conseiller tentait d'étouffer l'affaire, mais le processus était lancé. Laura a appris l'existence de l'article et a appelé le conseiller en panique, pensant qu'il l'aiderait. Mais celui-ci lui a hurlé dessus, l'a accusé d'avoir tout révélé. Elle jurait qu'elle s'était tue, mais il n'écoutait pas, a raccroché, bloqué son numéro. Laura était seule. Alors elle s'est souvenue de Bastien, le dernier amant qui lui promettait encore récemment monts et merveilles. Elle lui a écrit, demandé de se voir. Bastien a répondu brièvement. « Occupé, je ne peux pas te voir. » Elle a insisté, écrit encore et encore. Finalement, il a répondu longuement, qu'il s'était marié il y a 1 mois, que sa femme était enceinte, qu'il ne voulait plus de liaison en dehors. Il lui souhaitait bonne chance et demandait de ne plus écrire. Laura regardait ce message et comprenait. C'était fini. Il ne restait plus personne. Tous l'avaient utilisé puis jeté quand elle avait cessé d'être utile. Elle tournait en rond dans l'appartement, cherchait une issue, tentait de s'inscrire à nouveau sur des sites de rencontres, postait des photos, écrivait des profils attractifs. Mais la concurrence était énorme et presque personne ne réagissait. Ceux qui écrivaient étaient soit des inadaptés, soit des fauchés qui cherchaient eux-mêmes une sponsor. Elle a trouvé un 2e emploi comme femme de ménage dans un centre de bureau. Elle travaillait la nuit pour joindre les 2 bouts. Le jour, elle vendait dans un magasin. La nuit, elle lavait les sols. Dormait 4 heures, avait l'air terrible. Le maquillage n'arrivait plus à cacher la fatigue et l'âge. J'apprenais tout ça par le détective Vincent, qui m'envoyait parfois des nouvelles. Il suivait Laura par habitude, bien que je ne le demande plus. Il disait qu'elle avait complètement décliné, vivait de salaire en salaire, les dettes s'accumulaient. Elle allait être expulsée de son appartement loué pour impayé. J'écoutais et ne ressentais pas de triomphe, notais simplement les faits. Théo a appelé, dit que le tribunal avait fixé l'audience du divorce pour la semaine suivante. Tout était en ordre, document impeccable. Laura ne pourrait rien obtenir. Je me suis préparé pour le round final. Le tribunal s'est déroulé rapidement et banalement. Laura est venue avec un avocat, un jeune homme qui travaillait manifestement presque gratuitement. Ils ont tenté de contester le transfert de l'entreprise, de prouver que c'était une transaction fictive, mais Théo a démoli tous leurs arguments. Les documents étaient irréprochables. Les transactions effectuées selon la loi. Le fisc n'avait aucune objection. Le juge a entendu les 2 parties et rendu sa décision. Dissoudre le mariage. Partager les biens communs. Le seul bien restant était l'appartement. L'atelier ne comptait pas, ayant été transféré avant la demande de divorce. La transaction reconnue valide. L'argent sur le dépôt non plus n'entrait pas dans le partage. Laura a tenté de protester. Son avocat bégayait quelque chose sur l'injustice, mais le juge était inflexible. L'appartement divisé en 2. Laura recevrait sa part en argent ou en nature. J'ai immédiatement dit que je rachèterais sa part. J'ai pris un crédit à la banque le lendemain, lui ai viré l'argent. Je voulais qu'il ne reste rien en commun entre nous. Laura a reçu environ 100 000 € pour sa moitié. Pour elle, c'était énormément d'argent, mais je savais que ça ne durerait pas longtemps. Elle ne savait pas gérer l'argent, dépenser tout pour des bêtises. C'est exactement ce qui s'est passé. Le détective Vincent m'a informé 1 mois plus tard qu'elle avait dépensé la moitié pour ses dettes, 1/4 pour de nouveaux vêtements et cosmétiques, tentant de retrouver son apparence d'antan. Le reste placé sur un dépôt, mais les intérêts ne suffisaient même pas pour payer un loyer. Le divorce a été finalisé 2 mois après la première audience. J'ai reçu le certificat de dissolution du mariage et ressenti un soulagement. Plus aucun lien, aucune obligation. Libre. Vincent, mon ancien associé, s'était complètement effondré à ce moment-là. Sa femme avait obtenu la moitié de l'entreprise en justice et vendu sa part à des concurrents pour une bouchée de pain, juste pour lui nuire. L'entreprise s'était écroulée, l'entrepôt scellé pour dette. Vincent tentait de trouver des investisseurs, de relancer l'affaire, mais sa réputation était ruinée.
Personne ne voulait avoir affaire à quelqu'un qui trompait ses partenaires et couchait avec les femmes des autres. Le détective racontait qu'il avait vu Vincent à la gare routière avec une bouteille de vin bon marché. Il s'était laissé aller, ne prenait plus soin de lui, barbe hirsute. Sa femme réclamait une pension, bien qu'il n'ait pas eu d'enfant, juste par méchanceté, pour lui soutirer les derniers sous. Vincent vivait dans un foyer, se débrouillait avec des petits boulots. Le conseiller municipal Romain a aussi eu ce qu'il méritait. Après l'article, une enquête avait commencé. Le parquet avait trouvé des violations dans les déclarations, des dépenses injustifiées. Il était convoqué en commission, devait s'expliquer. Romain tentait de s'en sortir, mais la pression montait. Finalement, il avait démissionné de son poste de son plein gré pour éviter un scandale ouvert. La femme du conseiller avait appris les infidélités par cet article même. Elle avait fait le rapprochement, compris de qui il s'agissait, demandé le divorce, pris les enfants, obtenu la maison et la voiture. Le conseiller était resté dans un studio, tentait de trouver un nouveau travail, mais partout on le refusait. Sa réputation était ternie. Théo appelait parfois, racontait les dernières nouvelles. Le conseiller avait déménagé dans une autre ville, tentait de repartir de zéro, mais le passé le poursuivait. Il suffisait de googler son nom pour que ressortent ses articles, discussions, rumeurs. J'écoutais toutes ces nouvelles et comprenais. La boucle était bouclée. Tous avaient obtenu ce qu'ils méritaient. Laura, la pauvreté et la solitude. Vincent, la ruine et la honte. Le conseiller, la perte de sa carrière et de sa famille. Et moi, j'avais obtenu la liberté. J'ai vendu l'atelier 3 mois après le divorce. L'acheteur s'est présenté rapidement. Un entrepreneur local qui lorgnait depuis longtemps a donné un bon prix. J'ai accepté. J'ai aidé les ouvriers à trouver de nouveaux postes. À Bastien, mon chef d'atelier, j'ai donné une lettre de recommandation. Il s'est placé dans une grande entreprise. Tout s'est bien passé pour lui. J'ai dit à mes parents que je partais. Ma mère pleurait, ne voulait pas me laisser partir. Mon père restait silencieux, mais je voyais dans ses yeux qu'il comprenait. Il m'a serré fort dans ses bras. « Vis, mon fils, c'est tout ce qui compte. » J'ai promis d'appeler, de venir pour les fêtes. J'ai rassemblé mes affaires, chargé dans la voiture l'essentiel, donné ou jeté le reste. Il fallait repartir léger. Je suis parti de la ville tôt le matin, quand les rues étaient encore vides. J'ai roulé vers le sud, vers la mer, là où personne ne me connaissait. Je me suis arrêté dans une petite ville balnéaire et loué un appartement, me suis promené dans les environs et observé. L'endroit m'a plu, calme, propre, la mer à proximité. Des gens simples qui ne se mêlaient pas de vos affaires. J'ai décidé de rester. J'ai ouvert un petit atelier de fabrication de meubles sur mesure, loué un local en périphérie, acheté de l'équipement, fait de la publicité. Les commandes ne sont pas venues tout de suite, mais se sont progressivement établies. La qualité du travail parlait d'elle-même. Le bouche à oreille a fonctionné. Les clients se sont succédés. Je vivais seul et ça me convenait. Je ne voulais plus de relations, je ne croyais plus. Je travaillais, allais à la mer, lisais. Une vie simple, sans agitation ni mensonge. C'était exactement ce dont j'avais besoin. J'ai rencontré une femme 6 mois plus tard. Louise travaillait dans un café sur le front de mer où j'allais parfois déjeuner. Agréable, calme, la trentaine. Nous avons discuté un jour, commencé à nous voir. Elle ne posait pas de questions sur le passé, ne fouinait pas, était juste là, et c'était agréable. Nous avons commencé à sortir ensemble. Nous promenions sur la plage, allions au cinéma. Rien de sérieux, juste une compagnie agréable. Louise n'exigeait pas d'engagement, ne faisait pas de projet, vivait au jour le jour, comme moi. Ça nous rapprochait. Un soir, alors que nous étions assis sur le front de mer à regarder le coucher du soleil, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. Je l'ai ouvert. 3 mots. Justice a été rendue. J'ai regardé l'écran, me suis demandé qui avait pu écrire ça. Le détective Vincent, Théo ou quelqu'un d'autre qui connaissait mon histoire, Louise a demandé. Tout va bien ? J'ai rangé le téléphone, hoché la tête. Tout va parfaitement bien. Et c'était la vérité. J'étais là où je voulais être, dans ma propre vie que j'avais construite moi-même.
Le détective envoyait parfois des nouvelles sur Laura. Elle avait quitté son appartement loué, ne pouvait plus payer. S'était installée dans un foyer, une chambre partagée avec une alcoolique. Travaillait à 2 emplois, mais l'argent ne suffisait jamais. Tentait de trouver un nouvel homme, mais personne ne mordait. Elle avait vieilli, flétri, perdu cet éclat qui attirait autrefois. Je lisais ses messages sans émotion. C'était la vie d'une étrangère. Autrefois, elle avait été ma femme. Maintenant, juste un nom dans le téléphone du détective. 1 an a passé. Je m'étais installé définitivement. L'atelier fonctionnait de façon stable. J'avais des clients réguliers. Louise faisait partie de ma vie. Nous vivions ensemble, sans papier, sans obligation, juste ensemble, et c'était bien ainsi. Laura était restée dans son foyer, seule, inutile à personne. Vincent quelque part au fond du gouffre, le conseiller dans une autre ville tentant de se laver de son passé. Et moi ici, près de la mer, la conscience tranquille et une nouvelle vie. Chacun avait eu ce qu'il méritait. Laura voulait gagner de quoi acheter des appartements en utilisant les hommes. Elle s'était retrouvée sans appartement, sans homme, sans avenir. Vincent voulait tout avoir, l'entreprise, la femme, les maîtresses. Il était resté sans rien. Le conseiller voulait le pouvoir et les plaisirs, avait perdu les deux. Et moi, je voulais la justice, et je l'avais obtenue. Quand ma femme avait proposé d'ouvrir un compte pour des appartements, elle ne pensait pas qu'elle fermait le compte de toute sa vie.